Bonjour. Quel est le lien entre les grands enjeux de l'enseignement supérieur aujourd'hui et le processus de Bologne? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Alors, d'abord, repositionnons le contexte européen. Depuis les années 90, nous évoluons dans un contexte intergouvernemental tout à fait inédit de construction et d'harmonisation de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Cet espace se veut coopératif, lisible et attractif et compétitif. Ce contexte particulier résulte en fait de la coexistence de deux processus convergents. Le premier est universitaire, c'est le processus de Bologne, dont sa mise en œuvre en France a donné lieu au système LMD, licence, master, doctorat. Le second est politique, économique, c'est la stratégie de Lisbonne, axée sur l'économie de la connaissance et qui concerne 27 pays de l'Union européenne. Le processus de Bologne, lui, a d'abord été initié par 4 pays, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie, lors de la déclaration de la Sorbonne en 1998. Puis, il a mobilisé 29 pays signataires à Bologne en 1999. Et enfin, aujourd'hui, il regroupe 48 pays européens. Et il regroupe 5500 institutions et plus de 30 millions d'étudiants. Mais en fait, le processus de Bologne, il est soutenu par la Commission européenne, l'UNESCO, l'OCDE, et du coup, il s'étend dorénavant bien au-delà de l'Europe, puisqu'il impacte également de nombreux pays d'Afrique, du Maghreb, d'Asie, d'Amérique latine et d'Amérique du Nord. Le processus de Bologne est mis en œuvre à plusieurs niveaux, international, national, institutionnel. Voyons maintenant les conséquences de la mise en place de ce processus de Bologne. L'harmonisation de l'espace européen de l'enseignement supérieur a donc produit un espace de coopération et de compétition. Cet espace a pour vocation de favoriser la qualité, la lisibilité et l'attractivité des dispositifs de formation supérieure et d'assurer l'employabilité et la mobilité des diplômés. C'est ce qui a permis de développer ces dernières années des concepts nouveaux d'évaluation et d'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur. Ceci grâce à la création d'un réseau européen d'agences qualité avec de nouvelles notions de référentiels, de procédures qui permettent des comparaisons et des garanties de qualité sur la base de références partagées que sont les procédures d'accréditation. C'est ainsi qu'en France, on a créé en 2007 l'AERES, maintenant remplacée conformément à la loi de 2013 par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, le HCERES. De même, il y a eu les cadres de certification qui ont été créés pour la formation. Ils font référence aux 3 cycles du supérieur, avec les descripteurs de Dublin qui introduisent la notion de compétence dans les résultats d'apprentissage des diplômés, ce qu'on appelle les Learning Outcomes. On parle aussi de European Qualifications Framework, UQF, ou de cadre européen des certifications pour l'éducation de la formation tout au long de la vie, ce qu'on appelle aussi les CEC. Leur déclinaison en France a donné le cadre national des formations avec la parution en 2015 des référentiels de compétences des mentions de licence. Les niveaux de certification professionnelle font donc le lien entre le milieu de l'éducation et le milieu professionnel. Mais pour être reconnus, en France, les formations doivent être inscrites au répertoire national des certifications professionnelles par le biais de ce qu'on appelle une fiche RNCP. Ainsi, au-delà de la réforme structurelle des systèmes et des diplômes, le processus de Bologne a servi de levier pour faire émerger dans l'enseignement supérieur une culture de la qualité avec la définition d'objectifs partagés, des capacités d'auto-évaluation avec des impacts forts sur la gouvernance des établissements et sur leur relation de confiance avec la société, une évolution vers des stratégies d'internationalisation et de communication pour clarifier et comprendre mutuellement la mobilité, et enfin un engagement en faveur de la dimension sociale, de l'employabilité, du développement personnel et professionnel tout au long de la vie. Tous ces éléments conduisent inévitablement à un complet changement de paradigme pour l'enseignement supérieur. D'abord, pour ne plus centrer l'enseignement sur les contenus disciplinaires, mais plutôt sur l'apprentissage des étudiants, pour que ceux-ci est une réelle appropriation des savoirs. Et dans ce cas-là, l'approche par compétences présente un grand intérêt à se substituer à la simple transmission des savoirs qui ne répond plus aux attentes et aux besoins des publics étudiants d'aujourd'hui.
Un autre changement de paradigme pour ne plus viser uniquement les compétences spécifiques, mais également les compétences transversales et les compétences non cognitives, ce qu'on appelle les soft skills, la motivation, la persévérance, l'estime de soi. Ce sont des compétences qui sont largement développées grâce à l'utilisation de méthodes actives en pédagogie. Changement de paradigme aussi pour ne pas se contenter de favoriser la culture générale, mais pour veiller à développer l'employabilité des diplômés. Changement de paradigme pour ne pas seulement répondre aux impératifs nationaux, mais aussi à l'internationalisation, maintenant cruciale et incontournable, quel que soit le domaine d'activité considéré. Et enfin, changement de paradigme pour ne plus limiter l'enseignement supérieur à la formation initiale et permettre ainsi l'accès au développement professionnel et personnel au plus grand nombre tout au long de la vie. Voyons maintenant comment vont se traduire les exigences du processus de Bologne. Il faut d'abord être conscient de la nécessaire maîtrise des outils du processus de Bologne, qui doivent contribuer à la lisibilité et à la mobilité. Il s'agit essentiellement du supplément au diplôme et du système de transfert de crédits européens, les ECTS. D'abord, le supplément au diplôme. Eh bien, longtemps en France, on l'a appelé l'annexe descriptive au diplôme. Et c'est un document essentiel pour la lisibilité et l'attractivité du diplôme. Il comprend des rubriques décrivant, entre autres, l'organisation de la formation et les acquis d'apprentissage que valide le diplôme. Il doit être délivré de manière systématique et gratuite, bien sûr, à l'étudiant, en même temps que son diplôme. Et il répond en fait à deux types d'objectifs. Les objectifs institutionnels, pour comparer et reconnaître les diplômes à l'échelle nationale et internationale, et pour faciliter la mobilité, et à des objectifs sociaux, pour rendre accessibles et expliciter au plus grand nombre les nombreux titres délivrés par l'enseignement supérieur, pour rendre les objectifs d'un diplôme plus clairs, mais aussi pour permettre la prise de conscience des compétences transférables et faciliter la recherche d'un stage ou d'un emploi. Et également pour valider le diplôme de manière équitable, qu'il soit obtenu en formation initiale, en formation continue ou en VAE. Le supplément au diplôme fait partie des documents de l'Europass et n'est donc ni un portfolio ni un CV. En ce qui concerne le système des crédits transférables, les ECTS, eh bien, c'est vraiment l'outil clé du processus de Bologne. Il facilite la lecture et la comparaison des programmes d'études. En France, la licence est obtenue avec 180 crédits ECTS et le master avec 120 crédits. Il facilite la mobilité pour les poursuites d'études, les réorientations. Les ECTS facilitent la reconnaissance académique. Ils facilitent la valorisation de l'éducation tout au long de la vie. Ils facilitent l'organisation, la révision des programmes de formation. Et ils facilitent la transparence sur la formation, ses objectifs, les compétences attendues, les modalités d'évaluation des acquis d'apprentissage. Les ECTS correspondent en fait à la charge de travail estimée nécessaire à l'étudiant standard pour atteindre les résultats attendus à la fin d'un processus de formation. Le nombre de CTS attribué à un élément pédagogique doit donc faire l'objet d'un consensus au sein de l'équipe pédagogique et même tenir compte de l'évaluation par les étudiants. Un crédit ECTS correspond en fait à une fourchette de 25 à 30 heures de travail au total, aussi bien travail personnel qu'en présentiel ou encore à distance, ou alors en groupe ou individuellement. À ce stade, on prend conscience que la consolidation de l'espace européen de l'enseignement supérieur dépend impérativement, en France tout au moins, de la sensibilisation et de la professionnalisation des acteurs de l'enseignement supérieur, ainsi que de la gouvernance des établissements, afin de mettre en œuvre concrètement les acquis d'apprentissage de l'étudiant, et donc l'approche par compétences. Cette approche par compétences, elle est déterminante. Elle est déterminante pour l'utilisation des ECTS, pour l'utilisation du supplément au diplôme et de la fiche RNCP, mais aussi pour l'évaluation et la reconnaissance des diplômes et des diplômés, pour la compréhension de l'usage des cadres de certification, pour le pilotage des programmes de formation, pour la formation tout au long de la vie, pour la métamorphose numérique de la société et pour la garantie de la qualité de l'enseignement supérieur. Tous ces éléments d'ailleurs sont interdépendants. Le grand défi d'aujourd'hui, c'est donc d'offrir un environnement propice aux études et au travail, avec des formations innovantes, centrées sur l'acquisition de compétences et la réussite d'étudiants qui soient responsables et autonomes.
L'accent est donc mis dorénavant sur la qualité de la pédagogie universitaire, et ce, dans un cadre de formation tout au long de la vie. Les pratiques innovantes, l'alignement pédagogique avec l'approche par compétences, l'évaluation des acquis d'apprentissage, le pilotage des équipes pédagogiques dans une approche programme, avec les conseils de perfectionnement, avec une vision claire des objectifs partagés, l'adaptation des espaces physiques d'apprentissage, l'apport du numérique, la connaissance des attentes et des pratiques des publics, la responsabilisation, la construction de la confiance des étudiants et du monde professionnel sont désormais de première importance dans les missions de l'enseignant du supérieur et pour les équipes de gouvernance. Ainsi, pour conclure, je dirais qu'à ce stade de prise de conscience, des grandes évolutions des objectifs de l'enseignement supérieur d'une part, de la diversité des étudiants et des attentes d'autre part, ainsi que de l'importance des enjeux de l'éducation pour la société d'aujourd'hui, il est devenu impératif de former et d'accompagner les enseignants du supérieur dans la diversité de leurs missions, mais également d'évaluer leurs activités afin de mieux les reconnaître et mieux les valoriser. Cela repose sur la réalité du portage politique de la transformation pédagogique par les établissements et par les sites d'enseignement supérieur, et par la mise en place, ou la consolidation, et le développement des services de soutien à la pédagogie.